Le 2 novembre 2025, une commémoration a basculé en rupture. Au lieu d'un rituel attendu, un discours a ouvert un front social en visant les violences faites aux femmes et les silences qui les protègent. Jusqu'où un pays peut-il aller pour défendre sa dignité et que change Ibrahim Traoré quand il force enfin ce sujet au centre de l'agenda? Si cette brèche tient, tout peut suivre. Cette histoire promet plus qu'un effet d'annonce. Elle suit un enchaînement précis, un discours, une onde de choc, puis des décisions qui tentent de transformer une fracture sociale en politique publique. Le cœur du sujet est simple. La lutte contre les violences faites aux femmes n'est plus un tabou secondaire, elle devient un test national. Et ce test engage tout le pays, des lycées du Nord aux villages du Sahel. Pour le public, l'intérêt est concret. Comprendre en 10-12 mots ce qui se joue. Quand les femmes changent de place, toute la société change. C'est la promesse implicite et aussi le risque. Car une rupture sociale ouvre toujours deux routes, la réforme durable ou le retour du silence sous pression. Ce récit va donc mesurer les premiers signes, les résistances et les effets réels dans l'éducation, la santé et l'emploi. Ibrahim Traoré ne parle pas seulement d'injustice. Il déplace la frontière de ce qui est dissible. Et cela peut déclencher une dynamique que personne ne contrôle totalement. Dans les mois qui suivent, un chiffre sert de marqueur. La scolarisation des filles dans les lycées ruraux progresse de 25% entre 2025 et 2027. Un autre signal accompagne cette hausse. La mortalité maternelle recule de 18%, comme si la parole avait enfin débloqué des priorités longtemps repoussées. Ce qui rend le 2 novembre 2025 si singulier, ce n'est pas seulement la dénonciation, c'est le déplacement du centre de gravité. Ibrahim Traoré prend une journée de commémoration, habituellement codée, et la transforme en moment de rupture. Dans un pays où certains sujets sociaux étaient traités à voix basse, il choisit une frontalité rare, nommée les violences faites aux femmes, et surtout nommer les mécanismes qui les rendent possibles. Il ne parle pas uniquement d'actes isolés, il évoque des structures, traditions, économie, éducation, rapports d'autorité, et en les exposant, il oblige chacun à se situer. La réaction immédiate donne la mesure du choc. Les radios régionales diffusent en continu des extraits du discours, un phénomène décrit comme inédit. Les mots circulent vite, y compris dans des zones où le tabou dominait. Dans le Sahel, des relais communautaires partagent les passages clés et l'on voit apparaître quelque chose de nouveau, une discussion publique, même fragile, sur ce qui se vivait souvent dans le silence. Puis viennent les premiers gestes qui relient la parole à l'action. Des cercles de parole se mettent en place, notamment dans des lycées de Ouahigouya, où des jeunes filles commencent à raconter, à questionner, à demander des protections. En parallèle, des réunions communautaires s'organisent dans plusieurs villages, portées par des associations locales. Ce n'est pas encore une réforme au sens institutionnel complet, mais c'est un changement d'atmosphère. Le sujet existe, il circule, il se répète. La question, dès lors, n'est plus pourquoi en parler. La question devient qui acceptera d'aller jusqu'au bout quand les résistances traditionnelles et religieuses commenceront à se structurer face à cette brèche ouverte par Ibrahim Traoré. Pour comprendre ce qui se joue après le 2 novembre, il faut quitter la tribune et suivre la trajectoire des voix qui soudain trouvent un espace. Le premier personnage guide n'est pas un ministre ni un expert. C'est une élève dans un lycée de Ouaïgouya qui entre dans un cercle de paroles improvisées. Avant, elle savait quoi taire. Après, elle découvre qu'un témoignage peut être entendu sans être immédiatement puni par le ridicule ou la honte. Le groupe n'a rien d'une révolution spectaculaire. Pourtant, il change une règle invisible. La douleur n'est plus seulement privée. Un second tableau apparaît dans un village du Sahel. Une réunion communautaire se tient, portée par une association locale.
Le discours est relayé, discuté, contesté parfois. Des anciens demandent de ne pas importer des idées qui bousculent l'ordre social. Mais, pour la première fois, le débat s'organise autour d'un principe clair. La violence n'est pas une fatalité culturelle, elle est un choix collectif toléré ou combattu. Cette nuance, une fois prononcée, devient difficile à effacer. Ibrahim Traoré n'a pas créé ces scènes à lui seul, mais il a offert une permission politique, parler sans s'excuser. Et cette permission agit comme un déclencheur. Les radios, les écoles, les réunions locales deviennent des couloirs de transmission où l'indignation se transforme en demande concrète. Protection, santé, éducation, emploi. Le plus important ici n'est pas l'émotion du moment. C'est l'effet précoce sur les priorités. Ce qui était périphérique devient central et les acteurs locaux commencent à se comporter comme si un changement était possible. Le silence recule, la société se recompose. Le lendemain du discours, le pays ne revient pas à son rythme habituel. Un avant et un après s'installent, non pas dans les lois encore, mais dans la circulation des mots. Ibrahim Traoré a nommé publiquement ce que beaucoup décrivaient à voix basse, et cette mise en lumière agit comme une alarme collective. Dans les heures qui suivent, les radios régionales diffusent des extraits en boucle, comme si l'onde devait être maintenue vivante pour ne pas retomber. Ce phénomène, présenté comme inédit, crée un premier effet. Il devient plus difficile de prétendre que le sujet n'existe pas. L'activation se fait par capillarité. Sur les réseaux communautaires du Sahel, des passages du discours sont partagés rapidement. Ce n'est pas une mobilisation uniforme, mais une multiplication de petites transmissions, une discussion entre voisins, une conversation dans une cour d'école, un relais par une association. Dans des zones où la question des violences faites aux femmes était encore largement taboue, cette circulation rapide signale une rupture de protocole social. On ne parle plus seulement de faits isolés, on parle de mécanismes. Et cela change le ton. Le problème n'est plus un accident, il devient une structure à déconstruire. Puis vient le moment du basculement vers l'action. Le discours d'Ibrahim Traoré ne se contente pas de dénoncer, il propose une logique. Urgence pour protéger, réforme pour transformer. Le gouvernement réagit rapidement avec un geste à forte charge symbolique, la création d'une commission nationale dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce n'est pas encore la solution, mais c'est un signal de priorité. En parallèle, des ministères, notamment l'éducation et la santé, commencent à prendre des mesures qui s'alignent sur le nouveau centre de gravité. Ouvrir des écoles dans des régions auparavant délaissées, renforcer des centres de santé, adapter les services aux besoins spécifiques des femmes. La montée en puissance se joue alors sur deux plans. D'un côté, l'institutionnel, des décisions, des programmes, des infrastructures. De l'autre, le communautaire, des initiatives locales qui apparaissent vite, parfois sans attendre l'État. Dans des villages du Sahel, des associations organisent des réunions de sensibilisation aux droits des femmes. Le geste est radical dans ces zones où certains sujets étaient jugés intouchables. Des cercles de parole se forment aussi dans des établissements scolaires, notamment à Wahigouya, où des jeunes filles discutent publiquement de leurs expériences. C'est un micro-événement, mais il marque un déplacement. Ce qui était honte individuelle devient question sociale. Le point culminant n'est pas une manifestation, ni une annonce spectaculaire, c'est la convergence de ces signes. Médias qui insistent, communauté qui discute, administration qui réagit, écoles et centres de santé qui s'adaptent. On voit se dessiner une dynamique où la parole politique ouvre un espace et où cet espace attire des actions. Ibrahim Traoré devient alors moins un simple orateur qu'un déclencheur. Il a rompu un équilibre ancien fondé sur l'évitement. Mais la secousse provoque aussi un contre-mouvement.
Dans certaines régions, des chefs traditionnels et des responsables religieux expriment leur désapprobation. Ils craignent une perturbation des équilibres sociaux établis. La tension modernisation-tradition sort de l'ombre. Et c'est ici que le récit entre dans sa phase la plus fragile. Une réforme sociale n'avance pas en ligne droite, elle traverse des résistances, des compromis, des crispations. La question devient donc immédiate. Ce qui a été déclenché par Ibrahim Traoré peut-il rester vivant? Quand l'opposition culturelle commence à s'organiser et quand l'État doit prouver que la parole se transforme en protection réelle. Entre 2025 et 2025, les indicateurs basculent d'une dynamique lente à une progression mesurable, comme si la priorité sociale avait changé de trajectoire après le discours du 2 novembre. Ce basculement ne prouve pas tout, mais il fournit des repères pour distinguer l'émotion d'un début de transformation. Les chiffres, ici, ne servent pas à célébrer. Ils servent à tester une hypothèse. Quand un État décide qu'un tabou devient un problème public, la société se réorganise autour de nouvelles incitations. Un premier repère apparaît. Plus 125% de scolarisation des filles dans les lycées ruraux. Mais c'est au 25 2027. Cela signifie plus de familles convaincues que l'école vaut le risque. Derrière cette hausse, plusieurs mécanismes apparaissent. L'ouverture de nouvelles écoles dans des zones où l'éducation était auparavant inaccessible réduit un obstacle logistique majeur, la distance. L'existence de bourses pour les filles issues de familles défavorisées réduit un obstacle économique, le coût direct et indirect de la scolarité. Enfin, la visibilité politique du sujet change un obstacle symbolique. Envoyer une fille à l'école devient moins facilement interprété comme une transgression. L'effet est cumulatif. Quand une première génération avance, elle modifie l'attente de la génération suivante. Et l'école, en tant qu'institution quotidienne, devient un terrain où se déplacent les normes sociales. Un autre repère suit. 18% de mortalité maternelle. Cela indique plus d'accès aux soins et moins de risques évitables. Ce recul est associé à la construction de centres de santé, au renforcement des services prénatals et à la formation de sages-femmes locales. Mais le point essentiel n'est pas seulement médical, c'est l'idée que la santé maternelle cesse d'être une fatalité acceptée. Quand un réseau de soins se densifie, le comportement collectif change. Les consultations deviennent plus régulières, les complications sont détectées plus tôt et les accouchements se déroulent moins souvent dans l'urgence. Ce type d'amélioration a aussi une dimension politique. Il impose une présence de l'État dans des zones rurales où l'abandon était souvent la norme. Et cette présence, même imparfaite, a un effet immédiat sur la confiance et sur l'acceptation des mesures futures. Enfin, un dernier repère s'impose. Plus de 50 000 emplois féminins créés dans l'agro-industrie, coton, noix de cajou. Cela déplace l'indépendance financière et redessine l'autorité dans les foyers. L'emploi, ici, n'est pas seulement un seul salaire, il est une capacité de décision. Lorsque des femmes accèdent à un revenu stable, elles réinvestissent davantage dans l'éducation des enfants, dans les soins et dans l'amélioration des conditions de vie. Le mouvement devient alors circulaire. L'emploi renforce la scolarité améliore les perspectives et les perspectives consolident le soutien aux réformes. On voit aussi un autre effet. L'économie locale se reconfigure. Les femmes ne sont plus seulement un appui informel, elles deviennent un moteur visible de production et de transformation. Ces trois marqueurs dessinent un avant et un après, mais ils ne suffisent pas à garantir la durabilité. Le risque majeur est la dissociation entre résultats ponctuels et changements de normes. Les oppositions culturelles, notamment dans certaines zones rurales, peuvent ralentir l'adoption, créer des formes de résistance passive ou déplacer la violence vers des espaces moins visibles.
C'est là que la parole initiale d'Ibrahim Traoré reste centrale. Elle a ouvert un espace, mais cet espace doit être protégé par des institutions capables d'absorber le conflit social sans le nier. Si l'on devait résumer la logique, elle tient en une ligne. Le discours du 2 novembre a créé une pression morale, les politiques publiques ont produit des effets mesurables, et la société se trouve désormais face à un choix de consolidation. Les chiffres montrent un mouvement. Ils ne disent pas encore si ce mouvement est irréversible. L'argument le plus solide des partisans des réformes tient en deux points, difficiles à contester quand on regarde les premiers résultats. Premier point, l'efficacité sociale. En plaçant la lutte contre les violences faites aux femmes au centre de l'agenda, l'État crée un effet de levier sur l'éducation, la santé et l'économie. La hausse de la scolarisation des filles et la baisse de la mortalité maternelle sont présentées comme des preuves que le changement n'est pas seulement moral, il est mesurable. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'a pas ouvert un débat. Il a déplacé la priorité nationale vers un facteur qui conditionne le développement à long terme. Deuxième point, la stabilité. Réduire la violence structurelle, c'est réduire un mécanisme qui fragilise les familles, appauvrit les communautés et alimente le ressentiment. Les défenseurs des réformes insistent sur l'idée suivante. Une société plus égalitaire n'est pas seulement plus juste, elle est plus résistante. Mais l'opposition, lorsqu'elle est formulée de manière la plus crédible, ne se réduit pas à un refus brutal. Elle avance, elle aussi, deux arguments. Premier argument, le risque de fracture. Dans des zones rurales, certaines autorités traditionnelles et religieuses redoutent une accélération qui casse des repères sociaux sans offrir immédiatement de nouveaux équilibres. Elles craignent que la réforme devienne un marqueur identitaire, modernité contre tradition, avec des tensions qui se cristallisent autour des femmes. Deuxième argument, la légitimité locale. Si les changements sont perçus comme imposés, même au nom du bien, ils peuvent déclencher une résistance silencieuse. Refus de participer, sabotage administratif, repli sur des normes informelles. La réponse la plus robuste à cette opposition ne consiste pas à la mépriser, mais à la neutraliser par des preuves et des relais. Les premiers effets sur la scolarisation, la santé et l'emploi donnent déjà une base. La réforme améliore des vies concrètes, mais cette base doit être traduite en langage local, soutenue par des médiations communautaires et accompagnée d'un rythme capable d'éviter l'humiliation culturelle. Autrement dit, la réforme doit gagner en résultat et gagner en acceptation. Sans cette double victoire, l'élan peut se retourner contre lui-même. À ce moment précis, une chose devient claire. La brèche commence à se transformer en politique. Le point de bascule n'est pas seulement dans la force du discours, mais dans ce qui suit, le passage du symbole à l'architecture. À ce stade, Ibrahim Traoré n'est plus simplement celui qui a nommé un tabou, il devient celui qui tente de l'organiser en priorité nationale. La création d'une commission dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes marque ce changement de nature. Ce geste rapide et très visible agit comme un signal. L'État s'autorise à intervenir sur un terrain longtemps laissé aux règles informelles. Ce révélateur transforme aussi la lecture des initiatives locales. Les cercles de parole dans les lycées, les réunions communautaires dans le Sahel, les relais associatifs. Ces scènes ne sont plus des réactions isolées. Elles commencent à ressembler à une infrastructure sociale naissante, un réseau de discussion et de sensibilisation que l'action publique peut amplifier ou, au contraire, laisser s'éteindre. Mais ce pivot révèle aussi la fragilité du mouvement. Dès que la parole devient politique, elle rencontre des intérêts, des résistances, des calculs. Le débat ne porte plus seulement sur la violence, mais sur le pouvoir de définir ce qui est acceptable. Et c'est précisément ici que l'histoire change d'échelle. La question n'est plus a-t-on le droit d'en parler? Elle devient qui décide de la norme? Pour mesurer ce que cette rupture change réellement,
Il faut regarder les effets sur 4 groupes, là où une réforme cesse d'être un récit et devient une contrainte quotidienne. Le discours du 2 novembre 2025 a ouvert une brèche, mais c'est dans ses impacts concrets que l'on voit si l'élan impulsé par Ibrahim Traoré se transforme en dynamique durable ou s'épuise sous la pression. Du côté de l'État et de l'administration, la première conséquence est un déplacement de priorité. La lutte contre les violences faites aux femmes devient un sujet d'action publique, pas un thème périphérique. La création d'une commission nationale dédiée à cette lutte est un signal politique, mais elle impose aussi une responsabilité, produire des mesures, coordonner, rendre des comptes. Dans l'éducation et la santé, des initiatives sont engagées: ouverture d'écoles dans des zones rurales, renforcement de centres de santé, formation de sages-femmes locales. L'État se retrouve évalué sur des résultats visibles et pas seulement sur des déclarations. Cette exigence modifie la relation entre parole présidentielle et exécution administrative. Le discours engage, la bureaucratie doit suivre, même dans des territoires où l'action publique était intermittente. Du côté des entreprises et de l'économie locale, l'impact apparaît à travers l'emploi et l'autonomisation financière. Les programmes soutenus par le gouvernement et des organisations partenaires favorisent des projets de microcrédit et d'entrepreneuriat, surtout en zone rurale. Le résultat annoncé est massif. Plus de 50 000 femmes trouvent un emploi dans la transformation du coton et des noix de cajou. Pour les filières, cela signifie une main-d'œuvre plus structurée, une production valorisée localement et une économie moins dépendante de circuits informels. Mais cela signifie aussi un changement social à l'intérieur du travail. Des secteurs longtemps dominés par des normes masculines doivent intégrer de nouveaux rapports d'autorité, de formation et de protection. L'économie devient ainsi un terrain où la réforme se traduit dans règles implicites. Qui travaille, qui décide, qui contrôle le revenu? Pour les citoyens et la vie quotidienne, le changement se lit dans des gestes simples. Une fille qui va à l'école plutôt que de rester au foyer. Une mère qui consulte plus tôt parce que le centre de santé existe, parce que les services prénatals sont renforcés. Les chiffres deviennent des repères sociaux. Pulsance 25% de scolarisation des filles dans les lycées ruraux entre 2025 et 2027, 18% de mortalité maternelle. Ces résultats ne sont pas seulement des statistiques, ils transforment la perception de ce qui est possible. Les cercles de parole dans les lycées, les réunions communautaires dans le Sahel donnent aussi un effet immédiat. La honte recule, la discussion avance et les violences cessent d'être traitées uniquement comme des affaires privées. Mais cette avancée crée des tensions. Là où les normes patriarcales sont profondes, la réforme peut provoquer des conflits domestiques, des résistances silencieuses, des tentatives de retour au tabou. Enfin, sur le cadre régional et l'image du pays, le discours d'Afra d'Ibrahim Traoré est décrit comme résonnant au-delà du Burkina Faso, dans un Sahel souvent associé à la crise sécuritaire et aux urgences politiques. La conséquence est symbolique et stratégique. Un pays perçu comme résilient met au centre une réforme sociale et pas seulement un agenda militaire ou diplomatique. Si les résultats se consolident, cela peut inspirer d'autres nations confrontées aux mêmes défis. Mais si la résistance s'intensifie, l'épisode peut aussi devenir un avertissement. Une rupture trop rapide peut fracturer le tissu social. Au fond, ces 4 groupes posent la même question. L'élan, né du 2 novembre 2025, peut-il survivre aux résistances et se traduire en protection durable, ou Ibrahim Traoré a-t-il ouvert une brèche que la société refermera sous pression? Sur les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires se dessinent. Elles ne décrivent pas des certitudes, mais des chemins possibles dépendant du rythme d'application des mesures, de la capacité à gérer les résistances et de la solidité des relais locaux. Le discours du 2 novembre 2025 a ouvert une dynamique. L'enjeu,
désormais, est de savoir si cette dynamique devient une norme ou reste un épisode. Dans une trajectoire de base, la consolidation serait progressive. Les réformes avanceraient sans bascule spectaculaire, mais avec des gains réguliers. L'ouverture d'écoles rurales se poursuivrait, les dispositifs de bourse se stabiliseraient et les centres de santé renforceraient durablement les soins prénatals. Les projets économiques continueraient de créer des emplois féminins dans les filières de transformation avec une amélioration lente mais visible des revenus et de l'indépendance financière. Les résistances culturelles resteraient présentes, mais s'exprimeraient surtout par une opposition diffuse, gérable, si l'État maintient un dialogue constant. Ibrahim Traoré conserverait ici un rôle d'impulsion, tandis que l'administration deviendrait le facteur décisif. Dans une trajectoire plus optimiste, l'accélération pourrait produire un effet d'entraînement. Les infrastructures scolaires et sanitaires se densifieraient, la scolarisation des filles gagnerait de nouveaux paliers et les mécanismes de protection des victimes deviendraient plus accessibles, y compris en zones isolées. La parole publique s'accompagnerait de dispositifs de proximité, médiateurs, campagnes locales, soutien associatif. La réforme cesserait d'être perçue comme une rupture importée. Elle deviendrait un projet enraciné. Sur le plan régional, le Burkina Faso apparaîtrait alors comme un exemple de transformation sociale dans un contexte sahélien souvent dominé par l'urgence sécuritaire, renforçant son poids symbolique. Dans une trajectoire plus défavorable, le ralentissement sous pression favoriserait un retour du tabou. La résistance s'organiserait davantage, des tensions sociales apparaîtraient dans les communautés et certaines initiatives locales s'essouffleraient faute de protection ou de moyens. Les mesures administratives existeraient, mais leur exécution deviendrait irrégulière. Le sujet resterait officiel, mais redeviendrait risqué au quotidien. Parler exposerait, se mobiliser coûterait. La réforme survivrait dans les chiffres, mais se fragiliserait dans les normes. Une recommandation de pensée s'impose, quel que soit le scénario, ne pas confondre vitesse et profondeur. Une société change durablement quand les protections deviennent routinières, quand l'école et la santé ne dépendent plus d'un moment politique et quand l'économie ouvre des choix réels. La vraie question désormais est simple. Quelles décisions concrètes permettront de verrouiller ces acquis avant que l'élan ne se disperse? Ce basculement ne se joue pas seulement dans les institutions. Il se joue dans la manière dont une famille décide un matin de ce qu'elle autorise ou interdit. Dans une maison rurale, envoyer une fille au lycée n'est pas un geste abstrait, c'est accepter un déplacement de rôle. Cela peut créer de la fierté, mais aussi du conflit. Lorsque la scolarisation progresse, c'est souvent parce qu'une mère insiste, parce qu'une tante soutient, parce qu'un père accepte de perdre une main-d'œuvre domestique au profit d'un avenir incertain. Cette décision quotidienne est l'endroit où la réforme devient réelle. Dans les centres de santé, l'effet est encore plus intime. Une consultation prénatale régulière, ce n'est pas seulement un service, c'est une routine qui protège. Quand les femmes savent qu'elles seront accueillies, qu'une sage-femme est formée, qu'un centre existe à distance raisonnable, le rapport à la grossesse change. La peur diminue, la prévention augmente et la santé cesse d'être une loterie. Dans ces moments, la politique se transforme en confiance et la confiance devient une forme de stabilité. L'impact économique touche aussi l'orgueil et la liberté. Une femme qui gagne un revenu dans une filière de transformation n'achète pas seulement des biens, elle achète du choix. Elle peut investir dans les cahiers d'un enfant, dans un soin, dans une amélioration de la maison. Mais elle affronte aussi une tension. L'indépendance financière peut être perçue comme une remise en cause de l'autorité traditionnelle. C'est là que la réforme devient une négociation permanente, parfois silencieuse, parfois ouverte. Pour le spectateur, l'enjeu est concret. Ces changements ne concernent pas seulement les autres, ils montrent
comment une société réécrit ses règles et comment chaque petit acte, aller à l'école, consulter, travailler, peut devenir une décision politique sans slogan. Pour que l'élan ne retombe pas, la transformation doit passer d'une impulsion présidentielle à une routine mesurable. Le discours du 2 novembre 2025 a ouvert une fenêtre. La feuille de route doit maintenant verrouiller des acquis, protéger les victimes et rendre la réforme difficile à inverser. Un parcours en 5 étapes permet de garder des rôles clairs, un calendrier réaliste et des indicateurs simples. D'abord, protéger immédiatement. Dans les 30 à 60 jours, la Commission nationale et le ministère compètent doivent coordonner des mécanismes d'urgence. Accueil, orientation, soutien. La mesure la plus simple reste le nombre de points de contact opérationnels, ainsi que le délai moyen de prise en charge. Ensuite, ancrer l'école dans les zones rurales. Sur 3 à 6 mois, le ministère de l'Éducation consolide l'ouverture d'écoles et les bourses pour les filles défavorisées, en s'appuyant sur les communautés locales. L'indicateur ne doit pas être seulement le taux d'inscription, mais aussi le maintien des filles au-delà du premier trimestre. Puis, renforcer la santé maternelle comme priorité de base. Sur 6 mois, le ministère de la Santé sécurise les centres ruraux, la formation de sages-femmes et les parcours prénatals. L'objectif se mesure par la couverture des consultations prénatales et la continuité des soins, pas seulement par l'existence d'infrastructures. Dans le même temps, stabiliser l'autonomisation économique. Sur 6 à 12 mois, l'État, les ONG partenaires et les filières agro-industrielles consolident l'emploi féminin et les microcrédits, avec des formations de gestion. Les indicateurs peuvent être le taux de maintien en emploi et la proportion des revenus réinvestis dans l'éducation et la santé. Enfin, gérer la résistance sans humilier. Dès maintenant et en continu, des médiations locales impliquent chefs traditionnels, leaders religieux, associations et écoles. Le suivi passe par le nombre de dialogues communautaires tenus et par la baisse des incidents de blocage. Ibrahim Traoré a ouvert une brèche. La réussite dépend désormais de la capacité à la transformer en règles quotidiennes, visibles et vérifiables. Dans un lycée de Ouahigouya, un cercle de parole s'est formé presque sans protocole. Des adolescentes y ont parlé comme on respire après une longue apnée. Cette scène, modeste, dit peut-être plus que n'importe quelle formule. Une société commence à se regarder en face quand elle accepte d'écouter celle qu'elle avait reléguée au silence. Ce n'est pas une victoire totale, ni un apaisement immédiat, c'est un seuil franchi. Le 2 novembre 2025, Ibrahim Traoré n'a pas seulement dénoncé une violence, il a déplacé la frontière de ce qu'est permis de dire, et donc de ce qui peut être combattu. Les radios qui ont diffusé ces mots en continu, les réunions communautaires dans le Sahel, les initiatives associatives et les premières mesures publiques composent une même ligne. Le tabou a reculé et la responsabilité a changé de camp. Mais une brèche reste une brèche. Elle peut s'élargir en réforme ou se refermer sous la pression des habitudes. Ce qui restera, si le mouvement tient, ce ne sera pas l'éclat d'un discours. Ce sera la somme des décisions ordinaires. Une fille qui retourne à l'école, une mère qui accède aux soins, une femme qui gagne un revenu et ose choisir. Ibrahim Traoré a ouvert la porte. Le pays doit apprendre à la garder ouverte. Il y a des moments où une nation se définit moins par ce qu'elle proclame que par ce qu'elle accepte de changer. Le 2 novembre 2025 a laissé une trace de ce type, une journée symbolique devenue une rupture, une parole devenue un test. Mais l'histoire n'est pas seulement celle d'un président. Elle appartient aussi aux professeurs qui maintiennent les filles à l'école, aux soignants qui rendent les consultations prénatales accessibles, aux associations qui tiennent le fil du dialogue quand la fatigue s'installe, et aux familles qui choisissent de protéger plutôt que de taire. La question centrale reste ouverte. Une réforme sociale
se mesure-t-elle uniquement aux chiffres ou à la capacité d'une société à changer de normes sans se déchirer? Ibrahim Traoré a posé un principe: la dignité n'est pas négociable. Reste à savoir comment ce principe devient une habitude, partout, y compris là où la résistance est la plus forte. Si ce récit a éclairé un angle nouveau, quelle partie vous semble la plus fragile? L'école, la santé, l'économie ou l'acceptation sociale?